Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette première étape de Paris-Nice. Première étape qui avait lieu autour de La Verrière, c'était dans les Yvelines, on était dans la vallée de Chevreuse. Il y avait de la forêt, il n'y avait pas beaucoup de vent. Ça, c'était une bonne nouvelle. Et la course a quand même été sympathique à suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez, à rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications. Vous pouvez également, pour soutenir la chaîne, mettre un super thanks. EPS 2.0 sur Spotify, TikTok, il y a le débrief, on va dire en mode très condensé, juste après la course, de chacune des étapes dans un délai, on va dire, d'un quart d'heure, 20 minutes. Vous savez, ma connexion internet n'est pas folichonne, même si parfois j'essaie d'utiliser la 4G, je suis en train de voir pour changer mon forfait 4G, pour avoir un gros forfait, comme ça je pourrais uploader, on va dire, beaucoup plus de vidéos, un peu plus rapidement, que ce que je peux faire aujourd'hui. Je suis en train de regarder ça, notamment pour le prochain Tour de France, parce que je suis pas sûr que j'ai la fibre d'ici le prochain Tour de France. Normalement, je devrais avoir la fibre à la fin du premier semestre, voilà, de cette année. Sauf que, comment vous dire que on est déjà le 5 mars et que pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de travaux. Mais bon, ils ont refait un pont, mais à part ça, ils n'ont pas fait grand-chose. On commence tout de suite avec cette première étape de Paris-Nice, course qui a été assez sympa, pas mal d'animation dans le final. Dans les 20 derniers kilomètres, on avait la côte des 17 tournants à 6 km et demi de l'arrivée, qui était sprint intermédiaire, et vous aviez une bosse également à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, qui était au classement de la montagne et qui était un mur de 500 mètres à peu près, où en plus au sommet il n'y avait pas de descente, c'était un plateau. Et c'est là où les hostilités ont été lancées, notamment par un certain Tadej Pogačar, un petit coureur comme ça qui a gagné le Tour de France. Petit coureur vraiment qui a peu d'expérience, avec un Nelson Poles, un petit coureur qui a remporté le Grand Prix de la Marseillaise cette année, la Classica San-Sébastien, qui a fait 5e des championnats du monde. Et un Vingegaard derrière qui était pas forcément si incroyable que ça sur cette première étape. Au final, beaucoup d'animation, mais pas de bouleversement de l'autre côté du classement général. Il n'y a pas eu de coureurs qui se sont pris des écarts. Et puis on a évité les très grosses chutes, ça c'est un peu ma peur à chaque fois sur Paris-Nice. On sait très bien qu'il y a des coureurs qui vont tout de suite avoir une saison beaucoup plus compliquée tout d'un coup à cause des chutes. Et là on n'a pas eu de chute tout simplement parce qu'il n'y avait pas de vent. Il y avait quasiment pas de vent, les conditions étaient... il faisait un peu frais pour faire du vélo, mais on est au mois de mars. Par contre il n'y avait vraiment pas de vent, plutôt du soleil. Ça aussi c'est compliqué, quand il fait froid et qu'en plus il pleut sur un vélo, c'est vraiment l'enfer. Et en plus on a évité les trop grosses chutes. Il y a eu un petit accrochage au pied de la bosse, et il y a eu une autre chute à un autre moment, mais c'était pas des trop grosses chutes. Et surtout ça ne concernait pas des leaders du classement, enfin des potentiels leaders du classement général qui auraient pu perdre pas mal de temps suite à ces problèmes. Je crois qu'on a fait le tour de cette première étape. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Pierre Latour. Belle attaque. Il est en forme, Latour. Et moi, je trouve que quand on me dit Pierre Latour, c'est pas un coureur puissant, c'est pas un coureur qui est fait pour les classiques. Suivre Pogačar et Vingegaard, quand même pas mal. Faut réussir à tenir la roue des deux. Pour moi, Pierre Latour, ça fait partie de ces coureurs, parce qu'en France, on veut trouver un remplaçant à Bernard Hinault. Ce qui fait qu'on a emmerdé pas mal de coureurs avec les classements généraux, parce que en France, le Tour de France, c'est là. Liège-Bastogne-Liège, c'est un cran en dessous pour la plupart des supporters français. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui auraient pu avoir des gros palmarès sur les Ardennaises sur ces 20 dernières années et qui ont tellement voulu se concentrer sur le classement général des grands tours que ils ont oublié qu'ils pouvaient aussi gagner d'autres courses. Et Pierre Latour, je crois qu'il a fait cette erreur-là. On l'a mis coureur de grand tour parce qu'il passait pas mal des bosses et parce qu'il était bon sur le contre-la-montre. Sauf que pour être coureur de grand tour, il faut être un leader dans l'âme, il faut être régulier. Tous les jours, faut éviter d'avoir des grands coups de mou quand même sur 3 semaines de course, faut avoir des capacités de récupération. C'est pas seulement
savoir passer des bosses rapidement et être bon sur le contrôle à montre. Et c'est un peu le problème qu'ont eu certains directeurs d'équipe en France, de faire un peu des raccourcis, parce qu'il n'y a pas que chez HG2R qu'on a eu cette erreur-là, on l'a fait dans plein d'équipes, de faire parfois des raccourcis et d'oublier aussi qu'il n'y a pas que les grands tours et qu'il y a également les courses d'une semaine. Pierre Latour, pour moi, il n'a pas le profil, on voit très bien sur les courses de 3 semaines, parce qu'il n'est pas très bon descendeur, même s'il a fait des progrès, parce que il tient pas 3 semaines, il faut le dire, et parce qu'aujourd'hui, en montagne, il y a bien meilleur que lui. Par contre, en boss, il a plusieurs avantages sur les bosses comme ça vallonnées. Déjà, il est puissant. On peut pas dire qu'il est un véritable punch, mais il est puissant. Et il a une bonne pointe de vitesse. Sur les sprints en boss, Latour, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, depuis 2-3 ans, avoir vraiment des bonnes places d'honneur, en faire 3 ou 4. Je pense que c'est vraiment sur ces classiques d'un jour, il y a vraiment une opportunité pour lui de faire quelque chose. Et pour certaines courses d'une semaine, je pense par exemple un Tour de Catalogne, c'est un coureur qui peut être intéressant. Mais pour les courses de 3 semaines et pour des courses genre le Tour de Suisse ou le Dauphiné libéré, non, faut arrêter. Pierre Latour, il n'a pas les capacités de faire ça. Mais moi, ce que j'aime avec Pierre Latour, c'est qu'il n'hésite pas à attaquer. Alors là, voilà, il a tenté, mais faut suivre quand même les deux devant. Parce que devant, c'est Vingegaard, Pogacar. Voilà, avec j'ai oublié son nom, le coureur d'AG2R, mais qui n'a pas tenu la roue, Dorian Godon, qui fait aussi un bon début de saison, plutôt un bon début de saison, Dorian Godon. Mais Pierre Latour, voilà, il a tenté le coup. Et puis, ils n'avaient pas forcément le sprinter ultime également dans l'effectif. Il y a Sandy Dujardin qui fait 14e, mais ils n'ont pas emmené Jason Tesson. Ils n'ont pas emmené... Anthony Turgis sont très bien que sur les sprints massifs... c'est plus forcément là où il est performant. Et en plus, je pense qu'il est un peu moins en forme en ce mois de mars qu'il l'a pu l'être d'autres années. Je pense que son objectif, c'est vraiment d'être performant à la fin de la période des classiques, c'est-à-dire avril. Il avait tendance souvent à bien démarrer et peut-être à être un peu moins bien à partir de début avril. Donc là, l'objectif, c'est d'être peut-être un peu moins performant en ce début du mois de mars. Mais je trouve que Pierre Latour, il y a vraiment un coup à jouer sur les Ardennaises et sur d'autres classiques d'un jour. Il n'y a pas que les Ardennaises. On peut penser à Classica San-Sébastien, on peut penser à d'autres courses comme ça d'un jour. Tiens, Paris-Camembert par exemple, où c'est un coureur qui pourra être intéressant sur ce type de course-là. Et Sandy Dujardin fait plutôt une belle journée. Brian Cocard 7e aujourd'hui, il a sa place. Voilà, il a sa place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Brian Cocard, là, il est tombé face à des vrais gros sprinters. Je pense que Brian Cocard, face à ces mecs-là, il est plus capable de gagner. Surtout sur le plat. Mais ça montre que les jambes sont quand même pas mal, parce que 7ème sur un sprint comme ça tout plat, quand t'as Merlier, je suis pas le seul à dire Merlier en passant, parce que Alexandre Pasteur dit aussi Merlier. À ma défense, je ne suis pas le seul. Il y avait Bennett, il y avait Pedersen, il y avait Dolly, il y a du beau monde quand même aussi cette année du côté des sprints. Et Brian Cocard, il fait 7ème derrière Michael Matthews. Et j'ai envie de dire que Matthews, Cocard, on est à peu près sur le même type, le même profil de course. Alors c'est des mecs qui sont pas plus on peut plus les qualifier de purs sprinters. Ils sont ce sont des sprinters qui sont quand même des sprinters de boss. Je pense qu'il faudrait les surnommer les sprinters de boss avec Pedersen. Et dans ce cas-là, il fait 3. Donc c'est plutôt intéressant, en sachant qu'il a dû se débrouiller seul, parce que dans le final, Cofidis n'a pas fait de train. Il était vraiment tout seul, tout simplement parce que contre Sony, je crois me rappeler sur Tirreno Adriatico. Et ce qui fait que du côté de Cocard, il a dû se débrouiller tout seul dans le final. Au moins sur les 6-7 derniers kilomètres, il n'y avait plus personne pour l'aider du côté de la Cofidis. Forcément, tu perds de l'énergie. Alors, il avait choisi la roue de Mats Pedersen. On connaît leur relationnel aux deux. Ils s'y apprécient quand même, les deux coureurs. Et ce qui fait que c'était... on va dire c'était la bonne idée aujourd'hui de suivre cette roue-là, de tenter de suivre cette roue-là, mais ça n'a pas été forcément facile aujourd'hui. Voilà, il en manquait un petit peu pour Brian Cocard.
Ouais, c'est comme ça. Dommage, donc Hugo Page, lui, n'a pas fait le sprint, hein, il finit 126e. J'ai l'impression qu'Hugo Page a un petit peu du mal à récupérer de l'Australie, parce qu'il a fait un très gros début de saison en Australie au Down Under, et ensuite à Cadel Evans Ocean Road Race, Great Ocean Race. J'ai l'impression qu'il a un petit peu du mal à encaisser ce qu'il a fait sur cette course-là, parce que ça fait depuis, on va dire, le mois de février a été beaucoup plus calme en termes de résultats que le mois de janvier. Et Thibaut Garnalec, qui est l'un des rares coureurs à être tombé, a fini à 20 minutes, à 19 minutes 32, Thibaut Garnalec. Bon, faut voir comment il est physiquement, parce que pour Kevin Vauquelin, pour le contre-la-montre, c'est un coureur important, Garnalec. Donc voilà. Si Vauquelin et Arkea veulent faire un contre-la-montre pas trop mauvais, ça serait bien que Garnalec n'ait pas perdu trop d'énergie, en sachant que Vauquelin a fini dans le groupe des leaders. Il a fini 26e de l'étape. On passe du côté des flops à Arnaud Démare. Ça va toujours pas du côté du train. Alors sur l'UAE Tour, on pouvait dire qu'il y avait une grosse opposition de train et que bon, c'est toujours compliqué. Mais là, ils trouvent jamais l'ouverture. C'est-à-dire qu'ils sont pendant 5 km, il y a Soudal Quick-Step, eux ils sont côté gauche de la route. Il y a Soudal Quick-Step, ils trouvent jamais l'ouverture. Et quand il y a l'ouverture, t'as l'impression qu'ils sont pas capables de faire le jump pour se mettre à l'avant de la course. Il y a un moment, ça s'ouvre. Il y a un moment, Soudal Quick-Step, ils se remettent mi-route. Voilà, sur la ligne blanche, on va dire, du milieu de route. Ça fait qu'à ce moment-là, tu te dis, eux, ils vont pouvoir remonter, même s'ils vont bouffer un petit peu de vent peut-être à ce moment-là, ils vont pouvoir remonter pour se mettre côte à côte avec Soudal Quick-Step. Sauf qu'à ce moment-là, ils sont pas capables de faire le jump. C'est plutôt même la Bora qui fait ce travail-là que Groupama. Et ensuite, derrière, Arnaud Démare, il est déjà 15e du sprint. Il est 15e, voilà, il est trop loin, il n'a plus de personnel, il peut pas faire un bon sprint. Il va falloir vraiment régler ce problème-là, parce que l'emmener sur le Tour de France, si on n'arrive pas à régler un train, si on n'arrive pas à mettre des mecs autour de lui, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, autant pas l'emmener voilà, sur le Tour de France. Si vous emmenez un mec comme Arnaud Démare, c'est pour qu'il puisse jouer la gagne. Si c'est pour qu'il finisse 10e d'un sprint, je vois pas trop l'intérêt, autant laisser plus d'équipiers à David Gaudu. Donc il va falloir vraiment régler ce problème-là du côté de la Groupama, parce que ça fait 9 sprints, ça fait 9 jours de course, ça fait 5 sprints à peu près, je pense. Peut-être 4-5 sprints quand même, du côté sur l'UAE Tour, là, sur Paris-Nice. Ça commence à être inquiétant, ça va surtout devenir inquiétant si demain, ou je crois que c'est jeudi ou vendredi, c'est jeudi l'étape, la 3e occasion pour les sprinters, ça va pas mieux. Et pourtant, j'ai l'impression qu'Arnaud Démare, les jambes sont pas mauvaises, parce que dans la pente, lors de la première attaque de Pogacar, il est en 5e, 6e position et dans le bon groupe, derrière Pogacar. Donc les jambes ont l'air d'être bonnes du côté d'Arnaud Démare, mais il va falloir régler ce problème de train du côté de la Groupama FDJ. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je commence avec Tadej Pogacar, pardon. Aujourd'hui, on a beau dire, mais il a quand même fait un peu mal à la tête de Vingegaard. Son attaque à 20 bandes de l'arrivée, elle fait mal à Vingegaard. Vingegaard, en plus, il n'est pas dans la roue, il n'est pas extrêmement bien placé à ce moment-là. C'est un petit coup moral, déjà, de la part de Pogacar. Il vient de dire, sur ce terrain-là, le terrain qu'on peut retrouver notamment mercredi, dans l'Allier, tu vas souffrir, Coco. Je suis là, je suis présent, je suis en forme. Alors après, Vingegaard était peut-être mal placé. Et mercredi, il perdra peut-être pas de temps. Mais j'ai l'impression quand même que Pogacar me semblait un peu plus performant aujourd'hui que Vingegaard. Bon, ensuite, il prend les secondes de bonification. Ça, c'est toujours une bonne chose aussi. Parce qu'un Paris-Nice, ça se joue souvent à pas grand-chose. Et je pense qu'il le sait. Parce que Pogacar, même s'il n'a jamais fait Paris-Nice, il regarde le cyclisme, Tadej Pogacar. Et je pense que Pogacar, il a compris qu'il faut qu'il prenne des secondes de bonification. Surtout que là, les 6 secondes, il va peut-être en perdre 12, 10-12 sur le contre-la-montre par équipe, parce que c'est vrai que la Jumbo a quand même une armada. Tratnik, Juan Denis, Tobias Foss, Vingegaard, les 4 là, ils risquent d'aller très vite. Plus Olaf Koy qui est un bon sprinter, ça peut vraiment faire du bon job du côté de Jumbo. Et UAE,
risque de perdre un petit peu de temps à ce moment-là. Donc prendre de l'avance aujourd'hui, c'était pas une mauvaise idée. Demain, ça sera pas possible, à part s'il y a des coups de bordure. Mais petite introduction à la vidéo de demain matin 7h30 pour la présentation de l'étape numéro 2. Le vent devrait pas être suffisamment bon et suffisamment fort pour tenter des coups de bordure. Donc du côté de Pogačar, c'est plutôt une bonne journée, surtout que ça lui a pas consommé non plus tant d'énergie que ça d'attaquer les deux fois. Bon, ensuite, Vingegaard voulait pas collaborer dans le groupe de 3, déjà parce que Vingegaard, il a pas pris les secondes de bonification, donc il l'avait mauvaise, et puis surtout, il y avait Olaf Koy derrière qui pouvait jouer le sprint. Bon, il a pas fait un super sprint, Olaf Koy, mais Vingegaard n'avait pas forcément intérêt à rouler avec ces deux-là. Surtout qu'en vitesse pure, Latour étant pas mauvais, Pogačar aussi, je pense qu'il aurait fini 3e. Donc il aura encore perdu du temps en bonification sur Pogačar, parce que je pense que Pogačar aurait pu gagner la Tour 2 et Vingegaard aurait fait peut-être 3. Donc il avait vraiment aucun intérêt à rouler à ce moment-là, Vingegaard. Mais je trouve que Pogačar, voilà, il a fait un petit coup au moral à son adversaire. Et puis c'est là où Pogačar est quand même un coureur qui est... c'est difficile de détester Pogačar. Alors des fois, je le trouve un peu chiant, un peu présomptueux parfois de ses forces, mais on ne peut pas lui retirer le fait qu'il est imprévisible. C'est-à-dire que ça doit être chiant pour les adversaires, ils ne savent jamais si il va tenter le coup ou pas. Voilà, Pogačar. Et c'est là où il est difficile. Il fait tourner en bourrique ses adversaires. Parce que là, aujourd'hui, l'attaque à 20 bornes de l'arrivée, elle est quand même très culottée. Mais elle était aussi culottée l'année dernière sur l'Estradé. Voilà, c'est un coureur qui a cette force de faire tourner ses adversaires en bourrique. Et puis on se dit, il fait l'attaque à 20 bornes de l'arrivée, il va peut-être pas retenter le coup. Sur le sprint des 17 tournants, sauf que si, il y retourne aux 17 tournants, alors que pourtant Jumbo met un petit train en place pour Vingegaard, donc voilà, il est très fort dans ce côté-là. Tim Merlier, ou Merlier si on prononce à la française, Tim Merlier, très bon. Aujourd'hui, il est en forme, Merlier, depuis le début de saison. Le sprint qu'il a fait sur l'UAE Tour, moi je vous avais dit, m'avait impressionné sa deuxième victoire. Il fait un sprint de 350 mètres. Il fait vraiment un très très gros sprint. Et là encore, il fait un super boulot parce que le train de la Soudal était pas en place. Alors c'est fou, c'est que la Soudal Quick Step, j'ai envie de dire jusqu'à 2 km, c'est parfait. Vraiment, c'est en place, ils font du bon boulot, c'est dans le rythme, voilà. Je me dis, à 2 bornes de l'arrivée, ça va être dur de battre Merlier. À 2 km, vraiment, je me dis, je suis à 2 km et demi, 2 km, je me dis devant ma télé, il est quand même très très bien emmené Merlier, et puis il y a plein d'équipiers. Il y a Rémi Cavagna qui s'écarte, et à partir de ce moment-là, ça se désagrège un petit peu du côté de la Quick Step. Et puis ensuite... vous avez Sénéchal qui aurait presque pu tenter le coup, qui aurait presque pu tenter un coup à la Scottson, qui avait fait une année Callum Scottson, Miles Scottson, le frère, avec Arnaud Démare, il avait fait ça une année sur le Giro. Il aurait presque pu tenter de faire la même chose, d'attaquer à 700 mètres et puis de tenter de rouler à fond. Il n'a pas trop osé parce que je pense qu'il a été surpris qu'il y ait une cassure derrière lui. Il s'attendait à ce que le coureur, qui je pense devait être Jacopo Mosca du côté de la Trek, ça m'étonnerait que ce soit un autre coureur qui avait une grosse pente de vitesse du côté de la Trek, fasse la cassure. Non, c'était pas Skelmose, non. Alex Kirch. Ouais, parce que Mosca il était à 4,58. C'était peut-être plutôt Danoulle qui était avec Mats Pedersen. Mais quoique Oule, c'est quand même un grand gabarit. Ouais, c'est peut-être Danoulle. Hein. Je sais plus qui était le coureur de la Trek à ce moment-là. J'ai pas réussi à identifier ce coureur. Et il s'attendait, je pense, à ce qu'il le suive. Et le coureur de la Trek n'a pas suivi. Mais à ce moment-là, tu te dis, on perd de la vitesse. Moi, je me dis à ce moment-là, il y a la Bora qui remonte, Van Poppel, Bennett. Allez, Van Poppel, on sait ses capacités pour emmener les sprints. Et puis en fait, ça se goupille mal chez Bora, je sais pas ce qui s'est passé. Et Merlier fait un super sprint. Super sprint alors qu'il n'est pas vraiment aidé en fait aujourd'hui. Donc vraiment un beau sprint de Tim Merlier. Et ça montre qu'il est en forme parce que malgré tous ces petits couacs, du côté de la Soudal Quick-Step, il a quand même gagné le sprint. Donc il est en forme. Et c'est là où tu vois quand même la force, c'est que tous les sprinteurs, quand ils rejoignent Soudal Quick-Step,
enfin au Quick-Step, c'est quand même fou. L'année dernière, Merlier, sur la Volta, il met pas un pied devant l'autre. Vraiment, il n'est pas bon sur la Volta. Et je dirais qu'à partir même de mai, en fait, hein, sa saison, elle s'arrête presque en mai à Merlier, en termes de bons résultats. Ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué. Je pense que chez Alpecin, on lui a reproché peut-être un petit peu de... Ou il a reproché à Alpecin, enfin je ne sais pas, mais il y a eu un problème au niveau des grands tours. Parce que je pense qu'il s'attendait à faire le Tour de France, il n'a pas fait le Tour de France. Tu t'aperçois que Merlier, quand il y a eu Cavendish, quand il y a eu même Viviani, ils ont Gaviria après. Gaviria, on s'en a aperçu plutôt après. Mais c'est quand même on peut dire critiquer énormément de choses sur cette équipe, mais au niveau des sprints, ils n'ont pas perdu le mojo. C'est-à-dire que depuis 15 ans, Boonen, Stingman, Kittel, Cavendish, Viviani, Gaviria, Jacobsen, Tim Merlier désormais, Ethan Vernon, même un petit peu aujourd'hui, ils en ont quand même emmené des sprinters en réussite. Hein. C'est vraiment une équipe qui a ce truc-là, vraiment sur les sprints, c'est c'est assez fort quand même de leur part. Et puis Arnaud Delis, alors pas par la qualité de son train, Arnaud Delis, on a eu un petit peu un classique de la Lotto Destiny, c'est-à-dire Thomas de Rennes qui contrôle l'échappée, comme habituellement on va dire, et puis une Lotto Destiny qui, de manière magistrale, n'arrive pas à créer un train pour son sprinter. Pourtant j'avais dit, je m'attendais, et je l'ai dit même pour l'étape de demain, prémisse de la vidéo de demain. Tiens, ça va mieux pour Arnaud Delis, il y a Guarnieri. Et on sait que Guarnieri, il a emmené des sprints pour Arnaud Démare, et on l'a un peu recruté comme ça, pour ça, du côté de la Lotto Destiny. Oui, mais le problème, c'est que le train de la Lotto, à 2 bornes de l'arrivée, ils sont au-delà de la 20e place. Le leader du train est au-delà de la 20e place. Tu peux pas faire un miracle à ce moment-là. Au kilomètre, Delis, il doit être, 17, 18e. Au kilomètre, il y a une caméra au kilomètre, je le vois, je me dis, oh putain, il est loin, c'est mort. Et ben il a réussi quand même à finir 5e. Et il finit fort son sprint. Hein. Vraiment, quand il déclenche, il est à côté de Coquard quand il déclenche quasiment. Coquard, il peut rien faire. Hein. Donc Coquard, il est quasiment dans la route de Delis et il se prend un vent dans la gueule de la part d'Arnaud Delis. Donc c'est quand même fort. Le jour où chez Lotto, on saura faire un train pour Arnaud Delis, ça sera encore mieux parce que c'est vraiment... il lui manque ça. Et j'espère que Stéphane Nelot, je crois, c'est Stéphane Nelot, je sais plus qui, c'est un ancien de Arkea. Je les confonds chez Arkea, donc c'est pour ça que je ne veux pas dire de bêtises. C'est Stéphane Nelot, hein, qui est maintenant directeur sportif de Lotto. Qui va vraiment, il va devoir travailler pour ça, pour le conserver, parce que je pense que ça va commencer à jouer aussi. Arnaud Delis, s'il va chez Soudal Quick-Step, il aura un train. S'il va chez Trek, il aura un train, par exemple. Je prends des exemples. S'il va, imaginons chez Arkea, il aura un minimum de train. Par contre, à la Lotto, ils savent toujours pas emmener un sprint. Je pense que ça peut jouer dans la finalisation du contrat. Le salaire, bien entendu, parce qu'aujourd'hui Arnaud Delis, je pense qu'il a un tout petit salaire par rapport à son palmarès. Et bien entendu, même si je suis pas sûr que ça... J'ai l'impression que c'est quand même un mec qui a la tête sur les épaules. Il travaille à la ferme, hein, comme beaucoup de Belges. Travaillent à la ferme de leurs parents. Beaucoup de cyclistes belges ont des origines de fermiers. Mais j'ai l'impression que voilà, il a la tête sur les épaules. Mais c'est vrai que tu es sportif professionnel, tu sais que ta carrière est très courte. Faut anticiper presque l'après-carrière dès le départ. Et tu sais que si tu peux prendre un gros chèque, pourquoi t'en priver? Mais en plus, si tu peux prendre un gros chèque avec les résultats derrière, ça peut être pas mal. Le problème chez Lotto aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas emmener les sprints. Alors, ça passait l'année dernière parce qu'il était sur des Coupes de Belgique. Donc, il est tellement fort que sur une Coupe de Belgique, même s'il n'a pas un train exceptionnel, l'opposition était quand même inférieure. Mais sur du World Tour, non, il faut un train. Et il lui manque ça aujourd'hui. Hein. C'est un vrai problème, je pense, pour Arnaud Delis. Et je pense qu'il n'aurait même pas besoin de 5-6 coureurs. Il a juste besoin d'avoir un bon poisson pilote et un mec pour faire le kilomètre. Il a besoin, je pense, de 2 coureurs avec lui parce qu'il sait très bien se placer. C'est quand même un coureur qui a un grand gabarit, donc il ne se fait pas marcher sur les pieds dans le peloton. Mais il lui faut ces deux coureurs, je pense. Et avec 2 coureurs très bons, je pense qu'il peut faire du boulot. À la direction de Lotto, désormais, de trouver des solutions.
On passe tout de suite au bonnet d'âne. Deux bonnets d'âne aujourd'hui, je commence avec Sam Bennett, deuxième de l'étape, mais je pense qu'il avait vraiment la gagne dans les jambes. Il fait un bon sprint, Sam Bennett aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec Van Poppel. Les deux ont lancé leur sprint en même temps. C'est-à-dire que le poisson pilote et le sprinter, le poisson pilote a quasiment pas fait de travail en fait aujourd'hui. Van Poppel, alors on sait que chez Bennett, les derniers temps, notamment sur la Vuelta, Bennett il lance son sprint vraiment à 150 mètres. Il lance son sprint très très tardivement parce que Van Poppel a des très bons sprinteurs de base, donc ça veut dire qu'il a une bonne vitesse, donc il génère beaucoup de vitesse et c'est pour ça que Bennett était intouchable, et ce qu'il a fait également à San Juan quand il a gagné son sprint. Mais là, Bennett il part aux 200 mètres et Van Poppel il déclenche son sprint aux 200 mètres. Ça peut pas le faire, donc il va falloir se régler. Mais c'est là où ça montre aussi que cette stratégie-là, d'avoir Van Poppel, Bennett, que Bennett lance ses sprints extrêmement tard, c'est quand même extrêmement risqué. C'est risqué si la porte ne s'ouvre pas. Ce qui est risqué également, parce qu'en cas d'incompréhension, ton poisson pilote il fait pas de job. Donc il va falloir se recaler. Je pense que demain il y aura une discussion entre les deux dans le bus ce soir. Mais c'est dommage parce que Bennett, je pense qu'aujourd'hui il avait les jambes. Surtout que, encore une fois, Merlier fait des erreurs. Olaf Koy part assez loin aussi et il n'a pas de mec pour l'emmener correctement. Arnaud Delis c'est pas top. Donc il y avait vraiment une ouverture pour Sam Bennett aujourd'hui pour aller chercher son étape. C'est dommage de passer à côté et de ne pas prendre le maillot jaune en plus de leader ce soir. Et puis on termine avec Fred White. 15e seulement aujourd'hui Fred White. C'est un début de saison assez calme en termes de résultats pour Fred White. Il a fait 2 top 10 pour le moment, Fred White. Je trouve qu'il est un petit peu en retrait. Alors c'est pas la première fois l'année dernière, déjà il fait pas un gros début de saison. Fred White. C'est dommage parce que, encore une fois, c'est un coureur pour moi qui peut aller chercher des classiques. Flandrian, il a un profil très intéressant pour ce type de course-là. Fred White, mais également pour aller chercher une Amstel. Il a le profil, il passe bien les bosses, il sprint très fort, il a de la caisse, lui, il est capable de faire des longs raids. En plus, Fred White. Début de saison un petit peu discret. Je m'attendais à un peu mieux de la part du coureur de la Bahrain Victorious, mais j'ai envie de dire, le début de saison de la Bahrain Victorious, de tête, j'ai pas souvenir qu'ils aient eu des très très gros résultats pour le moment. C'est pas une catastrophe comme Alpecin et Astana, c'est pas non plus si incroyable que ça du côté de la Bahreïn. Et c'est vrai que je m'attendais un petit peu mieux de Fred White, et puis je me disais aujourd'hui, avec la bosse dans la côte des 17 tournants, il y avait de quoi faire pour Fred White, pour éliminer peut-être des concurrents. Je m'attendais à ce qu'il tente sa chance dans la côte des 17 tournants. Bon, il n'était pas là, après c'est dommage. Mais il y aura peut-être d'autres possibilités. Je pense notamment à l'étape de jeudi. Demain, je pense que c'est un peu trop plat pour Fred White. Mais jeudi, il y a des petites bosses. Avec la fatigue en plus, ça peut vraiment être intéressant pour lui. Ça peut être un parcours qui peut lui convenir. Et puis pourquoi pas vendredi aussi. Parce que vendredi, il y a Coca, Delis, Matthews. On pourrait avoir un sprint si on se débrouille bien vendredi, si ces coureurs-là s'entendent bien. Avec pourquoi pas Van Poppel, si du côté de Bora on décide de courir pour Van Poppel. C'est des coureurs qui passent un petit peu les bosses. Turgis également du côté de la Total. Ça pourrait peut-être ouvrir une opportunité pour avoir un sprint avec des coureurs qui passent bien les bosses. Bon, on verra tout ça dans la suite de la semaine. Demain matin, 7h30, présentation de l'étape numéro 2, débrief aux alentours de 21h pour cette étape, et puis débrief sur TikTok juste après l'arrivée, donc aux alentours de 17h, le débrief sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.